Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Anaïs Reynaud, qui est chef de projet de l'exposition Empreinte carbone au musée des Arts et Métiers. On y découvre les machines, l'engrenage des usages et aussi les solutions mises en œuvre. Comment aménager les sous-sols de nos villes, utiliser ces mètres carrés qui seront notamment libérés par la voiture. Ce sera le thème de notre débat où on va détailler les résultats d'une étude menée par la Fabrique de la Cité. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Mauve et sa plateforme d'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Anaïs Reynaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef de projet de l'exposition Empreinte carbone qui se tient jusqu'au 11 mai au musée des Arts et Métiers à Paris. Pourquoi vous l'avez lancé cette expo? Quelle est l'idée de départ, l'ambition? Alors l'ambition de cette exposition, c'est de connecter le musée des Arts et Métiers, qui est un très ancien musée, qui a plus de 200 ans, avec des collections très marquées par la révolution industrielle, par l'histoire des techniques, avec un enjeu contemporain qui est celui donc de l'empreinte carbone et derrière lui le changement climatique. Ouais, effectivement, enjeu qui nous anime ici dans cette émission quotidiennement. Comment elle a été imaginée, comment elle a été pensée cette exposition? Donc l'idée, c'était vraiment de se dire comment le musée, avec sa profondeur historique, pouvait trouver des résonances et pouvait nourrir en fait le questionnement sur le réchauffement climatique, sur le changement climatique et la place finalement de ces objets techniques et de la technique un peu au sens large avec ces problématiques-là. Donc on a essayé de partir de nos collections et de voir comment elles pouvaient tisser un récit autour de ces questions-là. Et je dirais l'autre aspect, c'est vraiment, on est un musée qui cherche à décrypter finalement comment les machines fonctionnent, comment cette technique nous touche dans notre quotidien et finalement par les machines, par les objets techniques, d'essayer de comprendre comment notre empreinte carbone se forme et du coup comment on peut agir sur elle. Et on va rentrer dans le détail, on va se balader avec vous dans cette exposition. Mais alors tiens, j'ai une question de curieux sur qu'est-ce qu'on trouve qu'on ne va pas forcément voir dans cette expo, mais vous dites deux siècles de profondeur. Qu'est-ce qu'on trouve? Des machines, toutes les machines possibles imaginées par le génie humain, c'est ça? Toutes les machines possibles. Alors on remonte très très loin, on a des collections qui remontent à l'Antiquité, au Moyen-Âge, et après on est beaucoup un musée d'invention en quelque sorte. Donc le premier avion, le premier prototype d'automobile avec le fardier de Cugnot. Donc on a des objets qui sont des gros marqueurs de l'histoire industrielle. Le métier à tisser, la machine à vapeur, le moteur à réaction. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de jalons comme ça de cette histoire industrielle et on a essayé d'en caser quelques-uns dans l'exposition. On va en retrouver quelques-uns. Quel public vous espérez toucher? Alors nous, on a un public qui est très familial et on est très heureux de ça. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir une exposition qui soit accessible en famille, avec des enfants. Donc on a un parcours jeune public dans l'exposition à partir, on va dire, de 7 ans, d'être un petit peu bon lecteur. Et après, on a beaucoup de dispositifs de médiation qui la rendent vraiment très accessible. Encore hier, et là, c'est les vacances en ce moment, on voit vraiment des tout petits qui s'amusent parce qu'on a multiplié des jeux, des façons d'être dans l'exposition un peu décalées, un peu différentes. Et ça plaît beaucoup. Avec donc un objectif de sensibilisation, de pédagogie sur ces enjeux d'adaptation au réchauffement climatique. Est-ce que la culture, pour vous, une exposition, moi, je suis convaincu que c'est un levier fabuleux, mais comment vous le percevez, ça? Alors, c'est pas simple, surtout que l'empreinte carbone, c'est un sujet qui est très présent dans les médias. On l'entend régulièrement. Le changement climatique fait très souvent la une, et c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois très présent. Qui est souvent anxiogène. Voilà, mais qui est parfois pas simple, pas simple à saisir, qui est assez touffu, assez dense, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de données, beaucoup d'experts autour. Et ça, c'est vraiment très chouette parce que ça nourrit de façon très solide le débat. Mais effectivement, c'est aussi angoissant parce que c'est lié à tout un tas de catastrophes naturelles, à une actualité qui est elle-même assez dure. Et l'idée de l'exposition, c'est non pas de prendre le contre-pied, mais d'accompagner et en fait de donner aussi une vision positive, de partir du quotidien des gens, de ce que les gens connaissent, pour finalement construire une vision de ce qu'est l'empreinte carbone et de comment on peut agir sur elle. Et ça, je trouve que c'est important, l'idée de finalement outiller nos visiteurs pour qu'ils arrivent à
franchir le pas et potentiellement peut-être s'engager et eux-mêmes devenir des acteurs d'un changement de comportement et d'une transition. Ouais. Oui, parce qu'il y a 3 grandes étapes. La dernière, c'est la fabrique des solutions et on va en parler dans un instant. Mais d'abord, il y a cette machine carbone. Ça, c'est ça, oui. On rentre dans l'exposition et alors. Là, c'est un peu la chose. Qu'est-ce qu'on trouve alors? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, donc, l'exposition commence par la machine carbone. Donc, on a volontairement appelé la première partie comme ça pour aussi recaler le thème de l'empreinte carbone par rapport à notre identité en tant que musée de technique. Et on voit des machines. Donc, par exemple, on a un modèle de haut fourneau qui évoque le recours au charbon. On a une machine à vapeur, évidemment, qui est quand même l'objet emblématique de la façon dont on a contrôlé ces ressources naturelles et commencé à exploiter celles du sous-sol, notamment le charbon, puis après le pétrole, puis le gaz pour démultiplier la puissance, en fait. C'est pas juste pour dire qu'on est allé forer dans le sous-sol, mais c'est parce qu'on a utilisé ces nouvelles ressources pour un développement économique et industriel sans précédent. Et donc, on revoit un peu ces éléments-là. On voit aussi des machines, on va dire presque plus naturelles. On a un moulin à vent, par exemple, qui permet d'évoquer les ressources renouvelables et de montrer que repenser le renouvelable aujourd'hui, finalement, a aussi une histoire très ancienne. Oui, effectivement. Et j'imagine, quand on se promène dans cette partie de l'exposition, on s'est dit, en fait, alors évidemment, ça a permis beaucoup de progrès de progrès de santé publique, des couches de la population qui sont sorties de la pauvreté. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire de la révolution industrielle, mais quand on est là, on se dit, le cœur de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle s'est créée avec ces machines. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu de culpabilité qu'on peut ressentir. Comment vous avez gérer ça dans la façon de concevoir l'expo? On a essayé justement de ne pas pointer du doigt des mauvais responsables, déjà parce que je pense que les visiteurs les identifient assez bien aujourd'hui quand on parle des industries extractives, de l'industrie pétrolière. On sait que c'est des industries qui ont un fort impact sur l'environnement et je pense qu'on n'a pas besoin de le répéter aux visiteurs. De rappeler en fait que ces inconvénients-là, ils sont majeurs, sont entre guillemets la contrepartie d'un progrès, de l'amélioration des conditions de vie. C'est aussi une façon de dire, voilà, on est tributaire de cette équation-là, c'est ce qui nous a donné le monde dans lequel on vit. Maintenant, comment on va pouvoir régler un petit peu les curseurs et où est-ce qu'on va pouvoir jouer dans notre rapport aux machines, aux objets qu'elles produisent et finalement aux objets qui nous entourent et finalement dans les désirs et les usages qu'on peut avoir aussi de ces outils-là. Est-ce que quand on est au musée des arts et métiers, on est forcément techno-solutionniste? Absolument pas. On est technophile parce qu'il y a des choses incroyables derrière la technique et comprendre notre environnement technique, c'est une super façon en fait aussi de saisir l'environnement dans lequel on se trouve. Et justement, la partie de l'exposition qui traite des solutions, elle mélange des solutions techniques. On va avoir des choses sur la captation du CO2, des choses sur le switch énergétique, les batteries, etc. Et on va avoir aussi des objets qui parlent de circularité, de réparabilité, de comment on fait aussi durer les objets qui nous entourent, comment aussi on modifie nos usages. On a un magnifique objet qui est un tandem 4 places qui est issu de nos collections. Il est vraiment génial. On a envie de partir en balade, c'est ça? Exactement, mais qui permet tout de suite aussi d'appeler cet imaginaire de mobilité douce, ou en tout cas de mobilité en dehors de la voiture. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de proposer aux visiteurs de questionner leurs usages, de questionner les objets et de jouer un petit peu là-dessus et de se dire lesquels vont me plaire, lesquels ont un vrai potentiel et comment je me les approprie ou je les juge. Il y a une partie de l'expo intitulée l'engrenage des usages. Oui. Déjà, il faut prendre son souffle avant de le prononcer. Avec une démonstration autour de l'alimentation. Oui. Qu'est-ce que vous avez cherché à démontrer et à provoquer chez le visiteur? Alors, l'idée de l'engrenage des usages, donc la première partie, on a cette machine carbone et puis après, on entre dans le cycle de vie des objets. La deuxième, c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi finalement on a recours aux objets qui nous entourent, qu'est-ce qui déclenche l'achat, l'utilisation au quotidien. Et donc on s'est concentré sur une pratique qui est l'alimentation, qui est une pratique fédératrice. Je veux dire, on est tous sujets à ça partout sur la planète de façon très différente et c'est aussi une thématique sur laquelle les visiteurs et nous en tant que citoyens vont
le choix, c'est-à-dire qu'on fait nos courses, on choisit ce qu'on met dans notre assiette, avec évidemment des contraintes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, etc. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel on a la main directement. Donc c'était intéressant de questionner les visiteurs sur un usage évident, et même pour les plus jeunes, c'est-à-dire que même un enfant de 3-4 ans va pouvoir choisir ce qu'il veut mettre ou pas dans son assiette. Peut-être que les parents ne seront pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc le choix, c'était assez évident pour avoir ce côté très inclusif. Et après, d'aller chercher dedans, d'aller regarder les modes de production, les modes de transport, le désir qu'on a de consommer certains aliments plutôt que d'autres, le désir de s'entourer aussi d'un électroménager de plus en plus massif et complexe. Enfin voilà, ça permettait en fait d'évoquer tout un tas à la fois de pratiques et d'objets liés à ces pratiques-là et de permettre aux visiteurs de s'exprimer en fait autour de ces usages. Avec, je crois, des week-ends à thème aussi, on va terminer là-dessus, il nous reste une petite minute, qui vont ponctuer comme ça ces mois d'exposition. Alors c'est indispensable d'accompagner l'exposition et de la rendre vivante, qui plus est quand on a une exposition qui vise quand même à un petit peu engager ses visiteurs sur la voie du changement. Donc on a des week-ends thématiques, donc les prochains vont être en février et puis après à la fin mars, sur le numérique et sur le low-tech. Et l'idée c'est un musée ouvert avec des démonstrations, presque des cours, des conférences, des visites, des acteurs aussi sur ces thématiques-là, sur le low-tech, des gens qui font du low-tech et qui nous le présentent pour finalement avoir un autre rapport aussi au musée et à la façon dont on peut soi-même jouer avec cette thématique. Merci beaucoup Anaïs Reynaud. Je rappelle que Empreinte Carbone, l'expo se tient jusqu'au 11 mai au Musée des Arts et Métiers à Paris. On passe à notre débat. Qu'allons-nous faire de tous ces mètres carrés libérés par les voitures dans nos sous-sols? Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Que faire de tous ces mètres carrés libérés par la voiture dans les sous-sols de nos villes? Voilà le thème de notre débat avec Marie-Claire Barré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes docteur en urbanisme et aménagement. Alexandre Florentin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, conseiller de Paris, expert énergie-climat. On s'est appuyé sur une étude de la Fabrique de la Cité intitulée « Les promesses du sous-sol pour une ville durable ». Je veux bien qu'on fasse ensemble un constat peut-être de l'attractivité des villes, pas seulement en France, mais à l'échelle mondiale, Marie-Claire Barré. Elles vont continuer d'attirer de plus en plus de monde? Alors oui, effectivement, on est sur un mouvement de croissance continue au niveau mondial, même s'il existe également un certain nombre de choses qui se passent au niveau du rétrécissement des villes. On appelle ça le shrinking cities. Oui, ce phénomène existe également. Mais sur un plan plus global, on est effectivement sur une augmentation du nombre de populations urbaines, périurbaines, méga-urbaines. On est sur ce type de mouvement-là, effectivement. Je lisais en préparant l'émission 2,5 milliards de citadins supplémentaires d'ici 2050 dans le monde. Et donc, un défi, c'est-à-dire comment les loger sans s'étendre, sans artificialiser encore plus de sol. C'est sur ce défi que vous avez voulu que vous travailliez? Alors notamment, effectivement, la question de l'artificialisation des sols est complètement prégnante dans le travail qui vient d'être réalisé et sur lequel je travaille de manière générale. Ensuite, la question du sous-sol, c'est aussi savoir comment utiliser les espaces, comme vous l'avez dit, qui sont en déprise. Parce que malgré des villes qui se densifient, on a aussi de l'espace qui est maintenant libéré par la voiture. Donc ça peut être des espaces de parking, bien entendu, mais également des concessions automobiles et des édifices qui sont assez intéressants d'ailleurs en centre urbain là-dessus, dont il s'agirait de savoir que faire maintenant. Et on a un certain nombre d'idées sur le sujet, mais un certain nombre de contraintes également. C'est déjà le cas? Ou alors, c'est-à-dire qu'il y a déjà, parce qu'on va évidemment prendre l'exemple de la ville de Paris, mais la place de la voiture dans pas mal de grandes capitales qui se réduit. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des espaces qui se sont libérés, qu'il faut réinventer? Oui, effectivement, notamment dans des grands lieux type la Défense, où on a un certain nombre de niveaux de sous-sol qui sont complètement en déshérence. Il faut dire aussi que ce sont des espaces qui ont été très surdimensionnés à leur création, en pensant qu'il y aurait toujours une accroissance presque infinie, et ce n'est clairement pas le cas. Non seulement pas le cas de fait, mais également parce que ce n'est pas souhaitable. Et donc il s'agit maintenant de savoir que faire de ce type d'espace. Alexandre Florentin, à quel point les sous-sols de nos villes sont des gisements de mètres carrés? Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Dans des villes qui sont denses, on a de base plein d'avantages. Et puis, dans un climat qui change, ça crée des nouveaux problèmes. Notamment, une ville dense, ça veut dire beaucoup de béton, beaucoup de bitume qui va venir accumuler
de la chaleur dans la journée et la restituer la nuit, ce qui fait que Paris est malheureusement la ville où vous avez le plus de chances de mourir de chaud en Europe à l'heure actuelle. Et donc, quand on est face à ce problème-là, on se dit, bon, bah, de quelles ressources on dispose pour faire face à ce climat qui change. Et tous les mètres carrés souterrains qui sont naturellement plus frais sont une ressource qui vont devenir de plus en plus précieux. Donc là, on parlait de la défense. Vous avez déjà comptabilisé ou prévu les milliers, je ne sais pas en combien de milliers de mètres carrés, d'ailleurs, quel est l'ordre de grandeur, vous voyez, de ce qui va progressivement se libérer dans nos sous-sols à Paris et dans le Grand Paris? Alors, on en est encore au tout début, Oui. parce que là, on parle des sous-sols, mais il y a aussi certaines typologies, comme par exemple les mètres carrés d'églises, qui sont des bâtiments en fait avec des énormes murs en pierre qui restent frais et qui sont globalement sous-utilisés à l'heure actuelle. Ouais. Donc ce sont ces mètres carrés-là, ce sont les mètres carrés de parking, avec cette ambivalence où dans les parkings souterrains, si on veut plus de place dans la rue, il faut, même si on réduit le nombre de voitures, les voitures qui restent, il va bien falloir les mettre quelque part. Donc il faut quand même garder des places de parking. Donc il faut quand même garder des places de parking. D'accord, exactement. Ça peut être aussi des espaces de logistique urbaine. Il ne faut pas oublier qu'on continue de consommer tout un tas de trucs et de machins qu'il faut transporter. Ouais. On peut les mettre dans les parkings. On a aussi envie d'utiliser ces réseaux souterrains, ces espaces souterrains pour refroidir des divers liquides pour créer ce froid-là. Donc on en est encore au tout début de la réflexion parce que là on se rend compte que le monde a déjà changé et qu'avant on se disait allez on va enlever ces trucs-là de la rue, on va les mettre en souterrain et en fait le souterrain aussi c'est une ressource limitée et donc il va falloir choisir. Alors on peut faire quoi vous venez de commencer, mais je veux bien vous entendre là-dessus, on peut faire quoi dans un ancien parking? Déjà on peut faire une émission de télé, parce que on est dans un parking, c'est-à-dire en dessous il y a encore un ou deux niveaux avec des voitures, voilà, et c'est devenu 2 studios de télévision, c'était un niveau de parking. Donc déjà on peut faire ça, voilà, idée avis aux amateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un ancien parking? Alors dans un ancien parking, effectivement on peut y placer de la logistique, on peut y placer du stockage. C'est pas forcément très évident pour de la cyclo-logistique, même si on a très très envie que ça existe, et il y a un certain nombre d'initiatives qui commencent à être mises en œuvre, notamment parce qu'on a des questions de pente. Alors c'est tout simple, mais la question logistique avec un vélo cargo bien chargé, une pente à 12%, on a quasiment déjà la moitié de la batterie qui a été utilisée pour sortir du parking. Juste pour sortir Exactement. du parking. Eh oui. Tout simplement. Alors il y a aussi beaucoup d'évidences dans ce dossier-là, ou de fausses évidences à combattre et à les vérifier. Et c'est ça en fait que aussi un certain nombre de choses que je voudrais pouvoir dire, c'est qu'il faut passer à grande échelle à des expérimentations. D'accord. Parce qu'effectivement, ça peut être des choses qui peuvent être mises en place sur de la cyclo-logistique, peut-être, mais moyennant d'autres types d'aménagements. Ça peut également, alors anecdotique peut-être, mais peut-être pas, de l'agriculture urbaine autour de ce qui pousse justement à l'abri de la lumière et de la chaleur. Typiquement les champignons. On va peut-être enfin avoir des champignons de Paris à Paris. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été mises en œuvre là-dessus. Mais après, ce qui est intéressant dans le sous-sol, au-delà des mètres carrés et de la déshérence des parkings, c'est l'inertie thermique. On est sur un système où, en fait, on a une température extrêmement stable dans le sous-sol. À moins 10 mètres de profondeur, il fait grosso modo 14 degrés à peu près partout en France. Donc 14 degrés, toute l'année. Parce qu'en fait, l'inertie thermique fait que le sol n'a pas le temps de se réchauffer quand il fait très très chaud et n'a pas le temps de restituer sa chaleur quand il fait très très froid. Et ça, c'est un atout? Oui. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cet atout? Alors justement, on peut en faire du rafraîchissement, on peut en faire du chauffage. C'est le principe du puits canadien, c'est-à-dire aller chercher cette température constante, aller chercher 14 degrés quand il fait 34 à l'extérieur, c'est intéressant. Aller chercher 14 degrés quand il fait moins 4, moins 14 à l'extérieur, c'est intéressant. Forcément, c'est tout ce qu'on aura de moins à chauffer ou à refroidir. Et donc il y a un certain nombre de systèmes comme ça qui sont à l'étude, à l'expérimentation en ce moment, pour se servir de cette force finalement, de cette force de la stabilité. Quand vous nous dites, Marie-Claire Barré, qu'il faut des expérimentations à grande échelle, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Ça commence à se mettre en place. On en est où? Alors les expérimentations existent, mais justement ce passage à la grande échelle systématique, etc., n'existe à mon sens pas encore. Et ça dépend de qui? Et notamment des mairies, des États, les des mairies, régions. des acteurs privés. Ça mais peut être un acteur privé. Tout à fait, bien sûr. Enfin, en collaboration évidemment avec les propriétaires de lieux et puis tout ce qui peut aider à la mise en place dans une grande chaîne. C'est toujours la grande chaîne qu'il faut regarder. Mais ce qui est important également, c'est de partager les échecs ou les difficultés, parce qu'on n'arrête pas de se gargariser avec le côté essai-erreur, 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 sauf que tout le monde rechigne à parler de ses erreurs. Et ce qui peut être une erreur pour soi-même dans une situation ne le sera pas forcément pour un autre acteur qui pourrait tout à fait bénéficier de ces erreurs. Donc moi, je prône, en fait, j'appelle de mes vœux un partage des erreurs à grande échelle pour pouvoir progresser. Je veux bien qu'on s'appuie sur des exemples, Alexandre Florentin, sur cette réinvention, on va dire, de nos sous-sols. Je crois qu'il y a un projet à Paris qui s'appelle Grenier Saint-Lazare, c'est ça? De quoi on parle? En quoi ça peut illustrer cette reconversion de nos sous-sols? Alors, je ne le connais pas, vous le mais je peux vous en donner un autre. Alors, donnez, je vous en donne un autre? Un autre, et puis ensuite on reviendra au Grenier Saint-Lazare. Le canal Saint-Martin, que tous les Parisiens, Parisiennes connaissent, entre République et Bastille, en fait, il ne disparaît pas, il devient souterrain. C'est sous le boulevard Richard Lenoir. D'accord. Vous avez toujours un système d'écluses qui fait qu'ensuite, ça devient souterrain. Il a la même largeur et il fait à peu près 2 km de long. C'est quelque chose que vous pouvez visiter en faisant les bateaux-mouches, mais sur le canal, c'est des plus petits formats. Cet endroit-là, il est aussi frais toute l'année, pour les mêmes raisons que ce que disait ma collègue. Donc là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on en fait une piscine? Quand il va faire des très grosses canicules, on serait assez content d'avoir la plus grande piscine olympique du monde. Pourquoi pas, pour se rafraîchir. Je veux dire, les JO nous ont prouvé qu'il fallait être audacieux et imaginer des choses qu'on ne pouvait jamais faire. Tout à fait. On commence déjà à se baigner dans le canal à des endroits exposés au soleil. Pourquoi pas le faire en souterrain? Se pose la question mais ça entre en conflit avec de la logistique et du tourisme. Qu'est-ce qui est le plus important quand il va faire extrêmement chaud? Mais là, un autre usage qui se dessine, c'est que à Paris, vous avez un réseau de froid qui est très performant, qui utilise un échange thermique avec la Seine et qui, à partir de la Seine, cherche à refroidir hôpitaux, musées et hôtels. Mais sauf que quand vous êtes dans le 10e arrondissement du côté du canal, vous êtes trop loin de la Seine. Et le réseau de fraîcheur nous a dit, si vous voulez commencer à aménager cette partie souterraine, nous, ça nous intéresse de revenir faire passer nos tuyaux, puisqu'ils vont rester frais, et ça nous permettrait d'aller, par exemple, jusqu'à l'hôpital Saint-Louis. Et des travaux qu'on pensait faire en 10 ans, et peut-être qu'on peut le faire de manière beaucoup plus rapide. Alors, ce grenier Saint-Lazare, de quoi on parle? Le grenier Saint-Lazare, c'est en fait un ancien parking dans un système en fait, avec un ascenseur à voiture qui n'a pas très bien fonctionné, peut-être parce que les gens avaient un peu de mal à aller dans ce genre de fonctionnement, qui a été en fait sélectionné dans Réinventer Paris 2, où il s'agissait d'aller reconstruire des espaces souterrains. Et en fait, c'est la société Sogaris qui a, en partenariat, répondu et remporté cet appel à projet et qui a transformé cet espace en un espace pour de la logistique urbaine de proximité. C'est-à-dire que ce système qui est sur 6 niveaux de profondeur a été complètement réorganisé de manière à pouvoir accueillir des entreprises de petite logistique, y compris de la cyclo-logistique. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'immeuble inversé, puisque là, vraiment, au lieu d'avoir 6 étages en hauteur, on a 6 étages en profondeur. Et c'est en plein cœur de Paris, c'est à 2 pas du quartier de l'Horloge aux Halles. Et ce qu'on voit de l'extérieur, c'est un très bel édicule fait de bois, de verre, qui est magnifique, et simplement une petite sortie de secours de l'autre côté. Et on est en fait sous la voirie mairie de Paris. Et on est sur un site assez innovant, mais qui pourrait tout à fait se redémultiplier en d'autres lieux. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce qui existe déjà et ce que pourrait devenir nos sous-sols. À très bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups.
Smart Ideas avec Florence Tercier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente fondatrice de Mauve. Vous faites partie des 28 projets lauréats de Déclic Jeunes. C'est le concours de la Fondation de France qui soutient les créateurs, les créatrices d'entreprises et de projets d'entreprises âgés de 18 à 30 ans. On va en reparler, mais d'abord, présentez-nous Mauve. Pourquoi vous l'avez créé ? Oui, merci beaucoup. Donc du coup, Mauve, c'est une plateforme ressource pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment une plateforme où il y a absolument tout. Donc ça va des structures de prise en charge et les associations dans chaque département, et aussi la mise en relation avec des professionnels, donc à la fois de la santé physique, de la santé mentale et du droit. Et après, il y a d'autres initiatives pour aussi lutter contre l'isolement et favoriser l'entraide. Et pourquoi je l'ai créé, c'est parce que j'ai toujours été très animée par l'égalité homme-femme. Depuis que je suis très jeune, je lis beaucoup de livres sur les conditions de la femme, etc. Et après, au fur et à mesure, je me suis aussi engagée en tant que bénévole dans l'association En Avant Toutes quand j'étais étudiante. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de m'engager encore plus concrètement et du coup de créer ce projet. En Avant Toutes, Oui. Qu'est-ce que propose cette association en quelques mots ? En quelques mots, c'est une association, c'est la première association qui a permis de mettre en ligne un chat d'écoute plutôt adressé aux jeunes, en se rendant compte que du coup, les jeunes avaient du mal à aller dans les associations, etc. Oui. Et du coup, c'est vraiment un chat accessible sur Internet pour poser des questions et si on a été victime de violence, de pouvoir être redirigé vers les structures de prise en charge. Oui, avec ce chiffre qui est vraiment frappant, une femme toutes les 2 minutes 30 est victime de viol ou de tentative de viol chaque année en France. Une femme toutes les 2 minutes 30. Concrètement, un peu dans le détail, comment vous leur venez en aide avec Mauve ? Absolument. Du coup, c'est vraiment la plateforme ressources. Donc, ça peut être à la fois du coup pour les proches, aussi pour les associations, mais pour les victimes, elles peuvent se connecter, c'est absolument gratuit. Et du coup, elles trouveront toutes les possibilités d'accompagnement. Donc, vraiment, toutes les associations et les structures de prise en charge dans leur département. Elles ont aussi la possibilité, du coup, de prendre rendez-vous en ligne avec des professionnels. Donc, ça peut être des généralistes, des gynécologues, des psychologues, des avocats, qui sont sensibilisés et vraiment formés sur le sujet. Et du coup, je suis accompagnée par un comité d'expertes avec qui je crée vraiment tout le contenu à destination des professionnels. Et ensuite, il y a aussi un espace de témoignage, des recommandations culturelles, des associations plutôt de pairs aidance pour justement lutter contre l'isolement et favoriser l'entraide et la collaboration entre toutes les personnes qui ont pu être victimes de violences sexistes ou sexuelles. Alors, il y a effectivement ces chiffres que je donnais. Et puis, alors, vous parlez de zones grises ou de situations un peu plus floues, c'est ça ? De quoi il s'agit ? Souvent, les personnes qui sont victimes, elles n'ont pas conscience qu'elles sont victimes. Souvent, ça va être des situations un peu floues, un peu grises, justement, un peu dans cette zone grise, où ça va être une situation au travail où la personne, elle n'est pas vraiment sûre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, elle s'en souvient. Ça lui a fait du mal ou ça lui fait encore du mal. Souvent, c'est quelque chose qu'elle va garder en tête. Et en fait, du coup, pour s'adresser à ces personnes qui souvent n'ont pas encore conscience et n'ont pas pu poser des mots, on parle un peu de situation grise, en disant que Mauve est là contre ces situations et qu'elles peuvent aller voir des professionnels et les professionnels seront compétents pour les aider, les accompagner, poser des mots aussi et leur dire que justement les légitimer dans leur recherche d'aide parce que c'est pas normal ce qu'elles ont vécu. Mauve, c'est une association, c'est une entreprise, vous êtes sur quel modèle ? C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Donc la plateforme, elle est gratuite pour les victimes de violences sexuelles. Et du coup, ça s'appuie sur un abonnement mensuel des professionnels qui, justement, en s'inscrivant sur Mauve, ont accès à plusieurs services pour faciliter la prise en charge des victimes dans le cadre de leur quotidien professionnel. Donc professionnel, de la santé, du droit ? Du droit, exactement. Donc de la santé physique, de la santé mentale et des avocats. Le concours Déclic Jeunes, donc je le disais, vous faites partie des 28 projets lauréats. Qu'est-ce que ça vous a... Alors, vous êtes ici parce que vous faites partie des lauréats. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, c'est aussi une dotation financière qui est très importante et qui est un premier levier pour aller chercher d'autres financements, notamment auprès de la ville de Paris et de la BPI. Et ensuite, c'est aussi un accompagnement personnalisé. Je vais avoir un chargé d'accompagnement, des ateliers pour m'aider sur des thématiques plus particulières, avec des ateliers collectifs. Donc, c'est vraiment tout un suivi pendant plusieurs mois. Quel est votre objectif ? Comment vous voyez l'avenir de Mauve ? Le but, c'est vraiment, l'avenir de Mauve, c'est d'être un peu la référence quand il se passe quelque chose, en étant la plateforme ressource qui peut rediriger vers toutes les possibilités d'accompagnement. Et après, l'idée, c'est vraiment de travailler encore plus avec le comité d'experts pour faire en sorte d'avoir du contenu vraiment de qualité sur la plateforme et pouvoir le déployer à plus grande échelle, d'abord en région Île-de-France et ensuite sur le territoire national.
Merci beaucoup Florence Tercier, bravo encore une fois d'avoir été ainsi mise en avant par le concours Déclic Jeunes de la Fondation de France. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Salut.